Écrivain et journaliste, je suis heureux d'accueillir Nicolas Destiendorf pour son nouveau roman consacré à un monstre sacré, Arletty. Arletty au cœur libre, c'est chez Calman Levy et c'est en vente sur tvl.fr, dans la boutique de tvl.fr. Vous êtes habitué de vous retrouver sur cette boutique où vous trouvez les meilleurs livres à acheter pour ces fêtes de Noël. Bonjour Nicolas Destiendorf. Bonjour. Alors que l'image d'Arletty s'efface dans la mémoire des nouvelles générations, vous avez pris le parti de vous mettre dans la peau de la grande comédienne. Audacieux ou présomptueux ? Audacieux, présomptueux, ambitieux. En fait, moi, je suis surtout romancier. J'aime raconter des histoires, j'aime me faire découvrir des personnages. Et j'avais fait une biographie de Marthe Richard chez Calman Levy il y a 5 ans, en prenant ce même principe. Et là, ça s'est imposé. C'est-à-dire que je voulais faire découvrir Arletty aux gens. Comme vous le disiez, les gens ne savent plus. Quand je demande autour de moi, quand on me demande sur quoi je travaille, que je dis Arletty, les moins de 40 ans me regardent avec un œil rond. Donc voilà, je voulais l'incarner, la ressusciter et en fait la faire vivre. Voilà, pour qu'elle existe encore plus, disons, de façon plus charnelle que juste un personnage de récit ou de livre historique. Vous avez intéressé au cinéma, votre dernier grand roman, Ce que l'on sait de Max Topart, évoquait ce cinéma français, premier cinéma français. Vous avez fait donc là le choix d'une autobiographie romancée. Qu'est-ce qui est juste et vrai dans l'ouvrage ? Qu'est-ce qui appartient à l'imagination de l'auteur ? Difficile de juger le vrai du faux. Alors en fait, contrairement à Max Topart, où vraiment tout était une sorte d'écran de fumée, là, tout est vrai. J'ai lu toutes les biographies existantes d'Arletty, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très précises, et pour le coup, c'est des vrais travaux d'historiens, de journalistes. J'ai écouté à peu près toutes les interviews qu'on peut trouver sur Internet ou sur le site de l'INA, j'ai regardé toutes les interviews qu'elle a données, et j'ai établi une sorte de chronologie biographique des origines de sa naissance quasiment jusqu'à sa mort, et je me suis plongé dans sa vie de façon très très méthodique, jour après jour, et en fait je me suis glissé dans sa vie, mais je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que tout comme dans un biopic, un metteur en scène met en image la vie d'un personnage, moi je l'ai mise en mots. C'est-à-dire qu'effectivement les dialogues ne sont pas d'une précision de diamantaire. J'étais pas là pour reproduire exactement ce qui s'est passé parce que j'étais pas présent, mais je pense que elle a dû quand même un petit peu parler comme ça, parce qu'au bout d'un moment, je me suis presque identifié à mon personnage et j'ai vécu dans et pour Arletty pendant des mois. C'est important ce que je veux dire, parce que quand on sort de Max Topart, oui. Où on est allé sur la fiche Wikipédia à la fin pour voir qui était vraiment Max Topart et qu'on découvre qu'il est issu de l'imagination exclusive de Nicolas Destiendorf, là, Arletty, ce que vous racontez de sa vie, de son parcours professionnel, amoureux, on est au plus proche de la réalité. C'est vrai, en fait, tout est vrai. C'est un peu comme les biographies que faisait Max Gallo, que faisait Henri Troyat, cette tradition de la biographie mise en scène, mise en mots, mise en espace, qui permet vraiment d'incarner un personnage. Et c'est moins froid qu'un récit d'historien. Voilà, je veux que les gens aient l'impression d'être avec Arletty, de l'entendre parler. Alors, allons avec Arletty. C'est avant tout Léonie Battia, née en 1898 à Courbevoie, c'est à côté de Paris, aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, née dans un milieu populaire. Vous lui faites dire « J'étais une petite fille mal élevée, je pense surtout que je me suis élevée toute seule ». En fait, ses parents venaient d'un milieu très modeste, c'était des immigrés, si je puis dire, auvergnats, arrivés quelques années plus tôt à Courbevoie. Son père travaillait à la TPDS, c'est-à-dire l'ancienne de la RATP, il travaillait dans les tramways, et sa mère était fine lingère, elle avait un petit frère, et c'est un milieu très très modeste de gens qui regardaient de Paris depuis l'autre côté de la Seine, ils voyaient les lumières de la ville de loin, et il y avait un côté assez zolien, assez naturaliste dans cette atmosphère d'ouvrier où la mère disait à sa fille « Mais n'espère pas !» Traverser la Seine, n'espère pas, aller dans le grand monde. Il y avait une sorte de déterminisme social et toute sa vie, elle a lutté contre ce déterminisme avec énergie, volonté, non pas une ambition professionnelle, mais juste un désir de liberté et d'aller ailleurs. On n'est pas chez Zola, il n'y a pas le déterminisme, au contraire. Et elle a raconté sa jeunesse dans son livre qu'elle a écrit La Défense, vers la fin de sa vie, ses origines modestes et sans le sou dans un milieu ouvrier. Est-ce que ça explique, pour bien la définir, la gouaille, qui va être ce ton de voix qui va l'identifier au cinéma? Est-ce que c'est de cette origine, de cette extraction sociale qu'elle détient cette possibilité de gouaille qui va faire son succès? Sans doute, bien sûr. Et ensuite, disons qu'on va un peu cette gouaille va lui coller à la peau. C'est-à-dire
C'est-à-dire, dès qu'elle va faire du cinéma, elle va systématiquement jouer des rôles soit de femme de chambre, soit de plutôt grand cœur, pour généraliser. Et c'est enfin ces Carnet et Prévert qui lui donneront des rôles à la mesure de son talent. Mais cette Gouaille, voilà, surtout, elle incarne, c'est vraiment une Parisienne, quoique née à Courbevoie. C'est une femme qui a passé presque toute sa vie à Paris, même si parfois elle est allée acheter des maisons ailleurs en province. Mais et puis c'était une époque aussi où, je sais même, elle le dit dans d'autres textes, où chaque quartier de Paris avait son argot. Il y avait l'argot des Batignolles, il y avait l'argot de la Butte aux Cailles. Elle avait l'accent de Courbevoie. On n'imagine pas à quel point toutes ces parlers étaient vernaculaires. Maintenant, il y a une espèce de grand parler neutre et un peu, voilà, sans grand relief. Mais elle vient d'un milieu extrêmement populaire et a conservé cette gouaille. Et au bout d'un moment, elle a contenu, quand vous entendez des interviews d'elle à la fin de sa vie, elle a un parler assez pointu, elle vivait dans le 16e, et tout à coup, il y a une petite remarque qui sort, et puis elle a ce rire de petite fille émerveillée, où on retrouve toute espèce d'angélisme enfantin. Oui, c'est parce qu'à cette voix si reconnaissable s'ajoute aussi, bien sûr, un rire qui est gravé à jamais dans les mémoires de ceux qui connaissent Arletty. Vous dites un rire en cascade comme des rivières de perles. Voilà, exactement ça. Comme ça fusait. Allez, vous allez vous attacher à Arletty artiste, mais aussi à la femme amoureuse, qui prend beaucoup de place dans l'ouvrage, à la femme qui se lance dans de grandes aventures amoureuses. Vous mettez en exergue de l'ouvrage cette phrase « On m'a prêté tant d'aventures qu'il m'aurait fallu 3 siècles pour les vivre ». Et pourtant, le premier grand amour va être surnommé « Ciel », comme le ciel, et vous allez nous expliquer pourquoi. Et c'est un amour platonique et qui va marquer... Presque toute sa vie. On est l'été 1914. Ciel est un fils. Elle a 16 ans. Voilà, 16 ans. Ciel est un fils d'immigrés italiens d'une communauté qui vivait à Courbevoie, près de chez elle. Il a les yeux bleus comme le ciel. Il est beau comme l'amour naissant. Ils ont une bluette absolument merveilleuse. Le bal du 14 juillet, il se retrouve sur le pont des Arts. On est presque dans de la littérature pour jeunes filles. Mais voilà. Et là, en fait, elle découvre l'amour. Évidemment, les premiers jours du mois d'août 14, il est envoyé sur le front de l'Est. Enfin, il est envoyé il est sur le front et il meurt en quelques jours. Et elle ne s'en remettra jamais vraiment. Et de cette expérience tragique, elle dira « Je ne serai ni veuve de guerre, ni mère de soldat. » Et toute sa vie, elle s'y tiendra. On lui proposera de se marier plusieurs fois, elle refusera. Et elle tombera 2 fois enceinte, elle se fera avorter 2 fois. C'est-à-dire pas de mariage et pas d'enfant. Et elle s'y tiendra toute sa vie. Toute sa vie. Et même parfois son corps défendant, enfin, une partie de lui-même dit « Non, je devrais sortir de ce carcan », mais non, elle s'y tiendra. Elle avait une volonté de faire, elle était têtue, elle était obstinée, parfois jusqu'à une forme enfin, ça allait contre ce qu'elle aurait dû faire, mais voilà, elle voulait aller jusqu'au bout dans ses convictions. Y compris même dans le pas d'enfance, ces avortements qu'elle vit d'une manière très, très douloureuse. C'est-à-dire se faire avorter pendant le tournage des Enfants du Paradis, dans des conditions un petit peu, dans un pays occupé, alors qu'en plus elle est en train de tourner, qu'elle a des malaises. Voilà, on ne se rend pas compte quand on voit les Enfants du Paradis, mais il y a certaines scènes où, en fait, elle souffrait énormément. Après Ciel, il y a Edelweiss, Georges Lévy, la chance de sa vie, un banquier suisse et juif face à la bienséance, face à sa fille, le nouveau trait de sa personnalité d'Arletty se dessine, c'est véritablement l'indépendance, parce que là encore, c'est très audacieux à cette époque. En fait, c'est un jeune homme, fils de banquier suisse, juif, vivant dans une jolie villa dans l'ouest parisien, qu'elle rencontre dans la rue. Elle a rencontré toujours les hommes de sa vie dans la rue, toujours dans des conditions un peu inattendues, mais c'est une époque où on pouvait aborder les jeunes femmes dans la rue sans se prendre un procès. Et ce jeune homme, Edelweiss, parce que c'est sa fleur favorite, en fait, va être son Pygmalion. Il va lui faire lire des livres, il va l'emmener au théâtre pour la première fois, il va lui faire découvrir des tableaux, il va lui faire découvrir la culture. Et il va la façonner. Ils vont rester ensemble pendant 2 ans. Ça va être l'objet d'une brouille terrible avec sa mère. Elle ne reverra sa mère quasiment que le soir de sa mort. Mais il fait partie de ces hommes qui vont former, façonner la psyché d'Arletty. Est-ce que c'est une femme à homme ou est-ce que c'est une femme qui s'attache à des hommes mais de manière très sérieuse, très forte,
ou est-ce que c'est une femme qui collectionne les hommes? On me dit qu'il y a des hommes qui collectionnent les femmes. Non, en fait, elle a besoin d'être amoureuse. C'est une femme passionnée. Elle est passionnée beaucoup plus par les hommes même que par son métier. Elle est arrivée au théâtre un peu par hasard. Comme les gens de sa génération, le cinéma, c'était leur argent de poche. Voilà, à la limite, elle a la passion de son métier à partir de la guerre et même après-guerre. Mais c'est juste qu'elle a besoin d'être dans un état de tension amoureuse. Elle a besoin de passion, elle a besoin de déferlement, elle a besoin d'être ravagée par la passion pour un homme. Donc, il y a eu beaucoup d'hommes, mais il y a eu quelques hommes importants et quelques femmes aussi, peut-être qu'on en parlera. Et donc, c'était une femme dont la vie était guidée par ses passions, par ce besoin d'absolu. On ne la voit pas dans l'ouvrage, on ne la voit pas guidée par le souci de l'argent, par exemple. Non, elle en a, mais quand elle n'en a plus... Elle vient d'un milieu très modeste, mais elle a pas... En fait, il n'y a pas de désir de revanche, contrairement à d'autres personnes qui viennent de milieux assez modestes. Elle n'a pas de désir de revanche sociale. Comme il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas besoin de gagner contre une injustice de la vie au début. En fait, elle a presque été tellement anesthésiée à la mort de Ciel qu'elle a, quoi qu'il arrive, le sentiment d'être une survivante. Donc, elle profite de la vie de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles, il y a toujours cette notion de liberté qui sera vraiment associée à sa vie. On le retrouve donc dans le choix de ses amours d'hommes, mais aussi de femmes, jusqu'à l'incroyable passion pour Faune. Alors Faune, c'est un homme, c'est Hans, qui est officier de la Wehrmacht, en plein cœur de tout Paris, en plein cœur de l'occupation, une transgression qui aurait pu lui coûter la vie. Vous dites, avec Hans, Arletty est allé trop loin dans son amour. C'est-à-dire qu'en 1939-1940, Arletty est, au fait de sa célébrité, au fait de sa notoriété, c'est la plus grande star du cinéma français et en fait du cinéma européen, parce qu'elle était très populaire en Allemagne, en Italie. Voilà, c'était une actrice extrêmement populaire. Sans être allée en Allemagne. Sans être allée en Allemagne pendant la guerre. Elle a tourné en Allemagne. Elle est tournée en Allemagne avant la guerre, comme tous les comédiens français à peu près. Et à un dîner pendant l'occupation, elle rencontre un beau jeune homme de 10 ans de moins qu'elle, avec des oreilles pointues, ce qui fait qu'elle le surnommera Faune, et lui l'appellera Biche. Et en fait, ce jeune homme la fascine. Et puis, ils vont commencer à se tourner autour. Il se trouve qu'effectivement, il est officier de la Luftwaffe, il est assesseur au Conseil de guerre à Paris, et sa famille, les Söring, sont des proches des Göring. Donc voilà, donc effectivement, il fait partie un peu de l'establishment, mais c'est un homme qui n'a pas d'ambition militaire particulière. Il est officier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Lui, il veut être écrivain, il est passionné de littérature, de cinéma, et il se retrouve devant l'actrice la plus connue du moment, et c'est un coup de foudre. Un coup de foudre qui va mettre du temps à se mettre en place, parce que lui est un petit peu embarrassé. Normalement, un officier n'a pas le droit de sortir avec une femme dans un pays occupé, contrairement aux simples soldats. Et Arletty devrait quand même faire attention, parce qu'elle est sous le feu des projecteurs, mais elle se dit... En fait, elle n'aime pas les Boches. Voilà. Elle n'aime pas les Boches, mais lui, c'est pas un Boche, lui, c'est Hans. Et c'est ça la différence. Et donc, elle tombe folle amoureuse de lui, et en fait... Elle va s'en foutre, si je puis dire, de tout. Elle va afficher son amour. Elle est tellement fière d'être dans la rue, au bras de ce beau garçon. Il se promène, il y a tellement de lumière qui émane de ce couple qu'elle se dit, mais le reste, on s'en fiche. Qu'il ait un uniforme, qu'il ait un brassard, qu'il ait une croix gammée, qu'est-ce que ça change? C'est l'homme que j'aime, c'est l'homme qui me rend heureuse. Pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter, si je puis dire, à des détails vestimentaires ou politiques? Elle n'a jamais été aussi heureuse, aussi amoureuse et aussi comblée de sa vie. Donc, et ça va passer avant tout, et ça va lui coûter et sa carrière et sans doute sa vue. Ça va lui coûter très cher, elle va être arrêtée. Absolument, elle est arrêtée, elle est... En fait, il n'y a pas eu de procès. En fait, il n'y avait rien véritablement contre elle, à part le fait qu'elle a été la maîtresse d'un Allemand, mais contrairement à d'autres comédiens ou comédiennes, contrairement à Dario, Vivienne Romance, Albert Préjean et tant d'autres, elle n'est pas allée en Allemagne, elle n'a pas travaillé pour la Continentale. Les Allemands auraient bien voulu la faire travailler pour eux, mais elle a toujours refusé. Simplement, c'était la femme la plus connue de son moment, de l'époque, et elle avait cette liberté de ton qu'à la fin de la guerre, les gens avaient envie un peu de, entre guillemets, se payer Arletty, tout comme ils se sont payés Guitry, c'est-à-dire des gens qui les avaient tellement énervés pendant des années, hop, c'était ôte-toi là que je m'y mette. Et en fait, elle va subir pas mal d'humiliations, elle va être envoyée à Drancy, à la conciergerie, et ensuite, à la suite d'une dénonciation pas très claire de la part d'un malfrat qui l'aurait croisé dans la prison du Cherche-Midi dans les années en 43-44, en fait, c'est une histoire pas très claire, mais on met ça de côté en disant bon, on s'occupera de ça plus tard, mais en attendant, mettons-la au vert. Et en fait, elle est assignée à résidence pendant 2 ans, le temps que
cette histoire soit réglée, ça aboutit à un non-lieu. En fait, il se trouve que le témoin s'était trompé, que ça n'était pas Arletty, mais elle passe 2 ans dans un château dans la banlieue parisienne, à être en fait une sorte de belle captive pour ses propriétaires. Et tous les week-ends, tout Paris vient déjeuner le dimanche dans le château de la Houssaye, en Seine-et-Marne, donc voir Arletty, et ensuite le soir ils rentrent chez eux, ce qui fait que par exemple, elle n'assiste pas à la première des Enfants du Paradis. Son nom n'est pas sur l'affiche, les articles ne la mentionnent pas, ils mentionnent Garance, ce qui paraît inimaginable aujourd'hui. Et donc, et ça va créer en elle une amertume évidemment très profonde, et surtout une lucidité sur le genre humain dont elle ne se départira jamais. Voilà, toute la presse ignorera son nom, c'est déjà le politiquement correct qui se met en place. On connaît ça maintenant. Arletty est une femme d'origine populaire, naturelle, indépendante, libre, sans attache. On arrive déjà maintenant, grâce à vous, à la dessiner, mais c'est aussi et surtout une comédienne dans l'âme, bien évidemment. Et en lisant le livre, on découvre que si le public connaît, comme moi, l'artiste pour une poignée de très très grands rôles, son vrai métier, c'est la scène, c'est le théâtre où elle commence et d'ailleurs finit sa carrière avec en point d'orgue une pièce bascule, Fric-Frac. En fait, elle commence le théâtre complètement par hasard. Elle se promène sur le boulevard des Capucines, on est en 1920, 1921. Elle se promène sur le boulevard des Capucines. Elle est abordée par Paul Guillaume, qui était un marchand d'art très connu à l'époque, qui voit passer cette très jolie demoiselle et qui lui dit, mais bon, qu'il la dragouille un petit peu. Elle se laisse faire, et puis il comprend que il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, mais il dit, mademoiselle, vous devriez faire du théâtre. Vous n'avez jamais pensé à ça? Elle n'avait jamais pensé à ça. Il lui donne son Bristol, il lui dit, traversez le boulevard, en face vous avez le théâtre des Capucines, allez voir le directeur de ma part, il s'occupera de vous. Elle n'avait rien d'autre à faire de sa journée, elle y va, elle donne le Bristol, le directeur lui dit, vous savez chanter? Non. Vous savez jouer la comédie? Non. Vous savez danser? Non. Eh bien, on va essayer. Il l'a fait monter sur scène, il lui dit, chantez quelque chose, et à cette époque-là, on était en pleine anglomanie, donc elle dit, je vais chanter Tipper Harry. Et donc elle chante Tipper Harry, et avec une totale absence de talent, mais avec un abattage, une présence et un charme incroyable, et donc elle est engagée. C'était l'époque où il y avait des revues, c'est-à-dire une espèce de spectacle qui mélangeait des sketchs, des chansons, des numéros d'illusionnistes, ce genre de choses. Et en fait, très rapidement, elle passe d'une utilité à un second rôle, un premier rôle, et elle joue des revues constamment pendant des années. Et tout à coup, ça devient du théâtre, elle se met à jouer au théâtre, le cinéma arrive, le cinéma parlant, elle commence à... Et il y a une espèce d'interpénétration entre tous ces genres artistiques qui fait qu'elle est constamment en train de tourner, jouer, chanter, tout ça jusqu'à ce Fric-Frac, cette pièce de théâtre d'Édouard Bourdet à la fin des années 30, qui est un succès énorme, qui est la bascule de sa carrière, qu'elle joue avec Michel Simon et Victor Boucher. S'ensuit un film très fameux, où Boucher est remplacé par Fernandel, et après la rencontre capitale avec Marcel Carné et les grands films qu'on connaît, Hôtel du Nord, Le Jour se soleil, Les Enfants du Paradis. Voilà, Hôtel du Nord, c'est la vedette qui devient star de l'écran. C'est bien sûr donc Hôtel du Nord de Marcel Carné, vous venez de le dire, avec Louise Jouvet notamment, et elle joue une prostituée, Madame Raymond. Comme toujours. Madame Raymond. Et vous gardez bien décrire le mot atmosphère. Pourtant, ce mot-là, il est lié à Arletty. C'est sa gueule d'atmosphère qui va faire tout dans le film et qui va la faire entrer dans la postérité. Ce mot atmosphère, il n'est pas noté. Disons que je voulais éviter d'enfoncer les portes ouvertes. Il y a toute une série de citations qui ont été prêtées à Arletty qu'elle n'a en fait souvent pas prononcées, qu'on lui a prêtées, enfin on ne prête qu'aux riches. Donc je voulais pas faire une sorte d'Arletty caricaturée. C'est simplement, c'est la petite musique d'Arletty, c'est sa voix. C'était pas la peine d'insister là-dessus. Mais Atmosphère, voilà, c'est le film qu'elle préférait, Hôtel du Nord. Dialogue de Janson, et non pas dialogue de Prévert d'ailleurs, parce que le Prévert est aux États-Unis à l'époque. Et ce qui est amusant, c'est que Arletty et Jouvet sont des seconds rôles. Les premiers rôles, c'est Jean-Pierre Aumont et Annabella. Et vous demandez aux gens, personne ne se souvient des 2 premiers rôles qui étaient les jeunes premiers. Jean-Pierre Aumont, star de l'époque, puisqu'il avait joué dans La Coda, mais Annabella était une star aux États-Unis aussi. Et le film ne vaut essentiellement que par les scènes merveilleuses d'Arletty et de Jouvet, qui ont demandé 10 jours de tournage, alors que le tournage a duré sur des mois. Mais voilà, c'est aussi une sorte d'acmé de ce qu'était le cinéma français, où les seconds rôles étaient souvent avaient plus de caractère que les premiers rôles. J'ai recherché Annabella, vous avez raison. Madame Raymond va faire face à un autre personnage, Garance, dans Les Enfants du Paradis. Alors là, c'est le chef-d'œuvre absolu du cinéma français. Je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point. Tourné dans La Tourmente, avec une Arletty plongée, elle aussi, dans la tourmente.
Les conditions de tournage et des Enfants du Paradis et avant des Visiteurs du Soir, c'est absolument extravagant d'avoir pu monter des films aussi ambitieux avec autant de personnages pendant l'occupation en ne travaillant pas pour la Continentale. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens allemands pour tout mettre en place. Et Carnet et Prévert y sont arrivés. Et d'ailleurs, ça c'est Arletty le disait, on voit surtout dans les carnets de Josette Chambrin, la fille de Pierre Laval, quand parfois il y avait des petits problèmes pendant un tournage, Carnet disait à Arletty: est-ce que tu peux appeler ta copine José, qu'elle appelle papa? Papa, c'était Pierre Laval. Et souvent, les choses se débloquaient parce que Laval passait un coup de fil 3 secondes pour débloquer l'arrivée d'un train ou un camion qui était bloqué. Et c'est des films qui étaient incroyablement bricolés, qui étaient construits avec des bouts de ficelle. Et c'est parfois aussi comme ça que naissent les chefs-d'œuvre. Et comme sont nés tant de chefs-d'œuvre à cette période de complexité à tout point de vue, où tant de choses extraordinaires sont nées de ces années noires. Nicolas Dessendorf, vous êtes cinéphile. Comment vous interprétez l'idée qu'on arrive dans Les Enfants du Paradis à extraire Arletty comme quelque chose, un moment magique, alors qu'elle est entourée de très grands artistes, que ce soit Baptiste, Frédéric, que ce soit Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault et tant d'autres. Elle est une parmi des grands artistes et pourtant elle domine par son éclat. Par son éclat, par le génie de Prévert qui a construit intégralement son scénario autour du personnage de Garance, parce que pour le coup c'est un film qui a été intégralement écrit et pensé pour les comédiens qui le jouent. Le casting était fait même avant l'écriture. Et Garance, c'est le personnage central et surtout, c'est le seul personnage imaginaire d'une pléiade de personnages qui ont vraiment existé. Frédéric Lemaître, De Bureau, Laster, ils ont tous existé, sauf Garance, qui incarne en fait l'esprit de Paris, la femme française, la liberté. Pour ce film tourné dans des conditions extravagantes, à la Victorine, à Paris, avec un tournage interrompu à cause des débarquements en Méditerranée, et qui miraculeusement, en fait, est le dernier grand film tourné sous l'occupation et le premier grand film de la Libération. Un film de plus de 3 heures. Absolument. Un film de 3 heures. Un chef-d'œuvre absolu. Vous signez le terme? Ça fait partie de mes films, de mes films favoris. Moi, je suis si je puis dire, un Renoirien. Donc moi, je mettrais toujours les films de Renoir au-dessus des films de Carnet. Mais Le jour se lève, Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis sont des films. Il y a un miracle, quoi. Il y a un miracle. En fait, surtout, c'est le résultat d'une équipe. Les films de Renoir reposent sur Renoir. Là, c'est une équipe, c'est une magie. C'est-à-dire que ils ont jamais. Il y a les lumières. Voilà. Il y a les décors. Il y a la musique de Cosma. Il y a les décors de Troner. C'est le travail d'équipe. C'est la symbiose. C'est une bande. C'est une bande de copains. C'est une bande qui pourtant venait de tous horizons. Robert Le Vigan devait jouer le personnage de Géricault au début. Donc il y avait des collaborationnistes, des communistes, des juifs. Enfin, il y avait tout et tout ça s'entendait pour défendre l'art et voilà. Et c'est ce qui fait le miracle de ce film qui tourne entièrement comme les planètes autour du Soleil, autour de Garance. L'éternité, Arletty l'a acquise avec un regard, une réplique qui fait mouche, une voix, une liberté, une gouaille, et par un talent, bien sûr, extraordinaire. Vous ne parlez pas de la Arletty chanteuse. Pourtant, elle reste encore dans les mémoires aussi pour ça. Elle chantait bien, mais parce qu'il fallait faire un tri. Moi, je suis plus cinéphile. J'adore l'histoire du musical, mais il n'y avait pas tant de choses que ça à développer, si ce n'est parler de toutes les revues dans lesquelles elle a chanté, de citer des chansons. Le risque, c'était de faire du catalogue. Comme je ne parle pas trop de la comédienne de théâtre, j'en parle, mais on est surtout je parle de l'Arletty femme, de l'Arletty amoureuse, de l'Arletty passionnée, de la femme blessée. Voilà, c'est une biographie, j'aime pas le mot sentimentale, mais c'est une biographie intime d'Arletty. C'est pas une femme heureuse? Non. Elle le disait à la fin. Elle a connu des moments de bonheur, mais en fait, elle était très lucide. Dès la mort de Ciel, elle a su ce qu'il fallait penser du genre humain. Je veux dire, elle a toujours été pacifiste. Elle se méfiait elle avait une méfiance, mais aussi, elle avait le sentiment d'être une survivante, quoi qu'il arrive. Donc, elle profitait, mais avec toujours en ligne de mire. Voilà, elle savait comment les choses allaient se terminer. Mais et la destinée a été assez rosse avec elle. Ah, il y a plein de mystères, bien évidemment. Il faut lire le livre. Mais reste un grand mystère quand même. Que pensait Arletty en matière politique? Alors, on la découvre pacifiste et viscéralement anti-Bosch dans les années 30, et pourtant traitée de collabo et de pute-à-Bosch, pardonnez-moi l'expression, oui. Mais c'est cela. On sait qu'elle n'a participé à aucun voyage de propagande, n'a jamais fait de déclaration politique au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais elle va soutenir quand même Céline, Bardèche et quelques autres au pire moment, c'est-à-dire au moment de l'épuration. Elle va sauver Tristan Bernard, pourtant des griffes nazies, puisque Tristan Bernard est juif. Elle va être blâmée
condamnée par le comité d'épuration. Que pense la vraie Arletty ? Je pense qu'elle n'avait pas vraiment de conscience politique. En fait, là, comme beaucoup de proscrits de 1944-1945, elle s'est un peu retrouvée poussée dans le camp des maudits. Elle a rencontré Céline pendant la guerre, mais c'est vraiment après la guerre qu'ils sont devenus proches. Et puis, elle avait surtout voilà, elle a toujours détesté hurler avec les loups, donc il y avait aussi une forme de provocation, comme un pied de nez à assumer ses amitiés incorrectes. Elle était, voilà, elle était amie avec Maurice Renet. Elle aimait le scandale quand même. Oui, elle aimait le scandale, elle aimait déranger, elle aimait provoquer, elle adorait le voir dans le regard de l'autre, une sorte de rêve-d'heure, elle aimait perturber, c'était une emmerdeuse au sens le plus noble du terme, elle détestait le consensus. Donc, mais il n'y a pas vraiment de conscience politique, c'est pas ce qui la caractérise, elle aimait la liberté à tout craint. Arletty, Nicolas Dessendorf, ce personnage, vous avez réussi à le quitter ou vous êtes toujours avec ? En fait, ce livre a été écrit il y a pas mal de temps, parce que c'est le décalage des publications. Je l'ai écrit pendant le confinement, où je suis allé me perdre dans la Drôme provençale, et donc j'ai vécu complètement en vase clos avec elle pendant 2 mois, à ne vivre que dans et pour elle. Et oui, j'ai mis un peu de temps, mais bon, il suffit que je regarde Les Enfants du Paradis avec mes enfants, et je suis de nouveau plongé dans ce monde assez merveilleux. Vous l'aviez rencontrée ? Arletty, non, hélas. Elle est morte quand j'avais 18 ans. J'avais déjà vu Les Enfants du Paradis, mais très franchement, à l'époque, je pensais qu'elle était déjà morte. Donc j'ai appris aux actualités, et là, je me suis dit, zut. Et en plus, ce convoi qui à l'été 1992, fait un détour avant d'aller par l'Hôtel du Nord, avant d'aller au cimetière de Courbevoie, où elle est enterrée. Vous l'avez vu donner une postérité et une éternité ? Gageons. Merci à vous. Merci beaucoup.